Yes, bonjour à vous, c'est Jaya Girard Mourad Loussif. et on est ravis, enchantés en tout cas de vous retrouver pour la suite voilà, de cette ronde des interviews avec les noces alchimiques au sein du couple. Et aujourd'hui, on a l'honneur de pouvoir accueillir Yannick et Maude Mitae. Et bienvenue à tous les deux. Bienvenue, bonjour. Merci. Bienvenue. Vous êtes voilà, tous les deux en tout cas un couple atypique, nomade. Vous allez en savoir davantage là, sur justement Maude et Yannick. Et donc toi, Maud, en tout cas, voilà, bon, tu es femme, tu es mère, tu es épouse et tu es illustratrice aussi. Et comment tu es photographe également, tu exposes en tout cas voilà, dans les villes aussi où vous bougez. Est-ce que tu peux nous en dire davantage justement sur, voilà, sur ce qui t'anime aussi? Voilà. Ce qui est important pour moi, c'est toujours de transmettre ce que j'ai à l'intérieur. Et en l'occurrence, je me permets de plus en plus de le montrer. Jusque-là, c'était réservé à mon cadre familial, Yannick, les enfants. Mais là, de plus en plus, je m'épanouis en montrant à l'extérieur. Donc, j'écris des romans, j'ai écrit des livres pour enfants que j'ai illustrés aussi. Et puis, je faisais beaucoup de photos, mais voilà, j'exposais pas. Mais là, ça y est, on passe à autre chose en faisant livre, photo et exposition. Donc, voilà, c'est une part de moi que j'offre au monde. Yes, merci. Et à travers justement, ben voilà, donc votre famille Mitae, mais c'est aussi voilà plus qu'une, enfin voilà, il y a la famille, mais il y a aussi qui enveloppe tout ce que vous offrez tous les deux à travers voilà l'art et à travers, on va en savoir davantage justement sur Yannick maintenant. Et donc, toi, Yannick, tu es conférencier, tu fais aussi des stages de développement personnel, et puis tu t'es intéressé à la question de l'eau, voilà, d'abord d'un point de vue technique, et puis maintenant d'un point de vue aussi thérapeutique, avec son aspect vibratoire. Et voilà, peut-être que tu peux nous en dire davantage aussi. Ouais, tout à fait. C'est toutes les parts aussi de qui je suis. Et comme pour Maud, quoi, il nous a fallu aussi le voyage et pas mal de rencontres pour arriver à comprendre aussi qui on est et ce qu'on a à proposer au monde. Et les conférences, ça en fait partie. J'ai la facilité de l'oral aussi, donc j'ai toujours aimé aussi partager, communiquer. C'est vrai que voilà, les conférences, c'est quelque chose qui est devenu assez normal et naturel, qui était des supports aussi à différents écrits. Toute la partie des stages, c'est quelque chose que j'ai pas mal fait pendant 2 années. Autour de la mise en mouvement et du lien autour des émotions, etc., et que j'ai arrêté pendant 2-3 ans et qui reprennent là aussi cette année avec un autre point qui est clé pour moi, qui est l'eau et l'aspect thérapeutique, vivant et vibratoire de l'eau aussi, qui est rentré dans notre vie un peu par la force des choses, parce que quand on est nomade et qu'on veut vivre en autonomie, l'eau devient très vite essentielle et une problématique entre guillemets à régler. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un appareil de filtration basé sur la technologie d'Aquadine Auroville en Inde, qui nous a permis à la fois de potabiliser de l'eau, mais surtout de la redynamiser, de la rendre biocompatible. Et on a mis quelques années à comprendre ce que ça faisait, ce que ça amenait, et ça m'a poussé à un moment donné, comme une pelote de laine qu'on tire, à vouloir en savoir un petit peu plus. Et en fait, j'ai découvert un monde que j'ai pas fini de découvrir, qui est vraiment fascinant, et à quel point l'eau est un support au vivant et à l'amélioration de beaucoup de choses, y compris dans l'aspect thérapeutique, quoi. Yes, merci Merci beaucoup. beaucoup. Alors oui, vous êtes vous définissez comme expérimentateur de vie, en fait, hein, c'est ça, en fait, vous expérimentez, tu viens d'en dire un petit peu sur l'eau. Et comme disait Jaya, vous avez créé, en fait, voilà, une édition, Mitae, MYTAE, qui est voilà, la première lettre de chacun des membres de la famille. Et Une nouvelle dynastie qui voilà, se forme, qui entre se guillemets, forme. hein. Est-ce que vous pouvez pareil, nous en dire davantage sur sur ce concept Mitae, ou sur En fait, ça a commencé un petit peu, le concept Mitae, il a commencé, on a voulu se créer une identité propre. On s'est dit, on ne peut pas se définir par le véhicule qu'on a ou les voyages qu'on fait. On a besoin d'avoir notre identité pour vraiment comprendre qui on est. Parce que si on se définit toujours par ce qu'on fait et pas par ce qu'on est, on perd une part importante. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on est réellement? On est d'abord une famille, un couple, une entité à nous cinq. Et c'est de là qu'est venue l'idée de se dire, voilà, on va se définir vraiment par qui on est et plus par ce qu'on fait. Voilà.
Ouais, c'est comme ça que Mitae c'est venu, puis ça s'est fait, je sais pas, comme ça, avec Ouais. l'initiale de chacun Et pour la de petite nos prénoms. anecdote, en fait, c'est trié par âge sans qu'on l'ait voulu. Ouais, C'est moi la plus âgée. c'est vraiment, on Après, est c'est vraiment Yannick, notre fils Théo, Arthur et Amy. Donc voilà. ça s'est vraiment fait comme ça, naturellement. Et puis, donc, petit à petit, c'est devenu ce qui est pour nous le nom de notre famille, donc notre nom de famille pour l'essence même. Et de là, en fait, c'est devenu comme une identité qui fait que lorsqu'on a monté, lorsqu'on a eu le souhait d'être autonome et de créer notre Ouais. propre maison d'édition pour publier ce que l'on a à partager et offrir au monde, Sans euh, filtre sans filtre extérieur. extérieur. Du coup, c'est là que ça pouvait être que les éditions Mitae, parce que ça abrite de toute façon une part de chacun de nous. Et nos enfants, même si au moment où on parle, ils ne sont pas acteurs directement dans ce qu'on fait, ils sont toujours forcément présents de façon très forte dans ce que l'on partage, dans ce que l'on vit. Et dans toutes les formes de voyage que l'on a fait, de toute façon, c'était par et pour nos enfants à un moment donné aussi. C'est comme si on était le centre, on est qui on est, donc on est le centre, et tout ce qui va graviter autour, ça part de notre identité, et après on peut faire des choses, mais on reste centré sur qui on est d'abord. Et ça permet aussi d'avoir un début et une fin à chaque chose, parce que finalement, au cours des 10 dernières années, on a fait beaucoup de choses, à commencer par ce qu'on avait appelé la roulotte qui gigote, qui était vraiment notre expérience qui a changé vraiment notre vie. Donc, il y a 10 ans, on a fait ce point de bascule de partir vivre 2 ans et demi, on ne savait pas à ce moment-là combien de temps, mais en roulotte avec des chevaux, et qui était un voyage sans argent. Vraiment, on a vécu avec 80 € par mois pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Mais à l'issue de ça, quand ce voyage s'est fini, c'était aussi notre identité qui s'est finie, et c'était aussi difficile parce qu'on existait à travers ça. Il y a eu vraiment un deuil à faire, et on s'est dit plus jamais ça, plus Ouais. jamais le deuil d'une part de nous. Et du coup, en mettant au centre cette identité-là qui est vraiment qui on est, ça fait que quel que soit les éditions, elles s'arrêtent demain ou elles perdurent pas, ça empêche rien en qui on est, quoi. Nous, la famille Mitae, on est qui on est au centre, et ça permet donc à l'intérieur de rayonner. Peut-être que plus grand, les enfants, s'ils veulent faire des choses et utiliser ça, ils le font. D'ailleurs, eux, dans leurs jeux vidéo, ils se définissent comme ça sans aucune difficulté, hein, d'ailleurs. C'est assez rigolo. Comme étant leur nom. Merci beaucoup. Ouais, exactement. Question précise Yes. de la famille C'est Mitae. cool, en tout cas, belle introduction, merci à vous. Et justement, bon, là, on est vraiment pour ce rendez-vous, pour cette interview-là, vraiment sur, au-delà d'une interview, en tout cas, le cœur d'un partage, j'ai envie de dire, où le couple est à l'honneur, mais en même temps, on est convaincu qu'un couple épanoui, justement, c'est une famille, des enfants épanouis et une humanité épanouie. Et donc, qu'est-ce qui, au sein de votre couple, en fait, comment s'exprime justement la danse de l'amour au sein de votre couple? C'est noces alchimiques, donc du féminin, masculin, donc ok en soi, mais là, au niveau du couple, de l'homme, la femme, comment s'exprime la danse de l'amour? Peut-être que nous sépare déjà beaucoup de communication, d'ailleurs aux grandes dames des enfants. On parle beaucoup tout le temps de tout pour brasser au maximum, parce qu'on s'est rendu compte au fil des années que si on laisse la moindre petite chose de côté en se disant bon c'est pas grave, laisse tomber, tout ça, elle finira par ressortir et elle engramme quelque chose dans le couple, elle cristallise quelque chose qui grossit petit à petit. Donc enfin, je sais pas ce que tu en dis. C'est sûr que ça fait partie. Et puis après, il y a un autre aspect pour nous, c'est que depuis finalement pas mal d'années, et ça c'est quelque chose qui a changé. On a dit qu'il y a une rupture il y a 10 ans, et ça a été une vraie rupture aussi pour notre couple, parce que je pense que le couple que l'on était avant n'était pas un couple qui aurait pu durer, parce que en fait, on peut pas vivre chacun de son côté et puis continuer à avancer en parallèle sans qu'il y ait de heurts et de difficultés. Je crois que ce qui a vraiment soudé et fondé le couple qu'on est aujourd'hui, c'est qu'on a développé des projets en commun. Et les projets qu'on a en commun, on est allé aussi les chercher. Parfois, les gens ils disent « Ah, mais moi, avec mon mari, je veux faire ça, lui, il veut pas. » Ouais, mais nous, finalement, on est quand même allé chercher des choses qu'on pouvait faire ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Maud, elle veut faire de son côté, moi non, on peut voir comment faire, et vice-versa. Mais à un moment donné, finalement, et ça nous a vraiment rapprochés au cours des 10 dernières années, et c'est parce que ça commence à être majeur dans les changements qu'on a mis en place, c'est que régulièrement, on se réinvente aussi, nous, à travers des projets qui partent de nous, qui incluent parfois les enfants, mais qui partent de nous. Et ces projets-là, comme tout projet, ça lie, ça soude, ça s'expérimente aussi parfois dans la difficulté. C'est vrai que parfois, sur certains voyages où on est allé, à l'intérieur, on vit des choses qui sont difficiles. C'est comme si on se tenait la main mutuellement, et puis il y en a toujours un qui est un petit peu devant et tire l'autre, après c'est l'autre qui est devant. En fait,
c'est comme si on se lâchait jamais la main dans toutes les difficultés, dans tout ce qu'on peut traverser. On est toujours main dans la main parce qu'on sait que l'autre, il va nous rejoindre. Donc, voilà, on l'aide un petit peu à avancer. Et c'est vrai que on a été au début un couple très fusionnel et on a dû apprendre à exister individuellement, c'est-à-dire Maud en tant que Maud, moi en tant qu'Yannick, et parce que 1 + 1 = 3, et c'est-à-dire que tous les deux, on forme une autre entité, notre famille ensemble, on forme encore une autre entité, mais si on décompose, on est aussi des individus avec des besoins propres, et ça, c'est vrai que ouais, ça fait partie des réflexions profondes qu'on a eues, c'est comment on peut aussi exister individuellement à l'intérieur d'un couple qui fait des projets ensemble et qui vit de façon intense avec la famille H24, quoi. Donc, c'est vrai que c'était des challenges permanents. Mais c'en est toujours. Mais et c'est pas fini, ouais, c'est pas fini. Tout est toujours mouvant. Merci, Carrément. merci beaucoup pour cette expression de la danse de l'amour au sein de votre couple. Alors, en fait, le point qui nous intéresse aussi, c'est de connaître, en fait, selon vous, c'est quoi les ingrédients qui sont nécessaires justement à ce que la vie de couple soit réussie, riche et épanouie? D'accord. Pour moi, les ingrédients principaux, en fait, voilà, qui selon vous sont importants pour que la recette de l'amour soit détendue. Même si indirectement, vous en avez déjà un peu nommé, Oui, mais on va dire allez, les cinq ingrédients. Vous avez parlé de la communication, mais voilà, si vous en avez d'autres. Oui, il y en a d'autres. Pour moi, il faut qu'il y ait de la liberté, parce que si on prive l'autre, si on prive son conjoint de liberté, à un moment donné, comme tout être privé de liberté, il y a un ras-le-bol, il y a tout ça. Donc, si on ne laisse pas à l'autre sa place entière et qu'on veut soit le contrôler, soit qu'il réponde à nos critères qu'on a dans la tête, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Donc, pour moi, la liberté, c'est un des points essentiels. On a parlé de la communication, et c'est vrai que quand nous, on parle de communication, on ne parle pas que de blabla qui est vraiment très mental, en fait. C'est-à-dire qu'on a dû apprendre, et les enfants, pour le coup, nous ont vraiment beaucoup aidés. Plus le fait de vivre dans des espaces réduits, hein, on s'entend que ça fait 10 ans qu'on vit plus ou moins dans 15 mètres carrés à 5. Et c'est aussi d'aller sur tout le langage émotionnel, quoi. Parce que c'est là que ça se joue. En fait, on peut parler autant qu'on veut. Si à la fois on ne libère pas ce qu'on a à l'intérieur, si on n'exprime pas ce qu'on a à l'intérieur, la communication, elle n'est pas tout à fait réelle et vraie. Et on va continuer à engrammer des choses qui, à un moment, vont exploser. Donc, c'est vrai que et ça a été des apprentissages avec les enfants, ça c'est sûr, on l'a fait, mais finalement avec les enfants, c'est la communication qui a été plus facile parce qu'il y a des conséquences tout de suite. Par contre, là où il a fallu réapprendre des choses, c'est sur notre communication émotionnelle, d'arriver, et c'est pas forcément linéaire, parce qu'en fait, on est des êtres humains avec des saturations, des stress, etc. Et donc, on n'est pas linéaire, mais d'avoir ce fondement-là, d'être capable finalement de parler de ma problématique, de ma difficulté, de ce que je ressens. Et c'est vrai que ça, fondamentalement, on le raconte aux gens, c'est pour nous ce qui fait une grosse différence, c'est d'être capable à un moment donné de parler de ce que je ressens, parce que l'autre, il est en rien responsable de ce que moi je ressens à l'intérieur du couple, même si on est un couple, hein, je veux dire, je suis libre de ressentir et d'avoir la perspective de ce qui est là. Et, mais ça demande quand même des efforts. Et parfois, nous, c'est vrai que maintenant, ça nous agace un peu plus quand les gens disent « Ah, pour vous, c'est facile parce que vous êtes deux et vous êtes liés, etc. » Ouais, mais si on est liés comme on est liés comme ça, c'est parce qu'en fait, on fait des efforts qui sont quotidiens. On a fait des remises en cause magistrales de par le modèle sociétal qui était proposé, le modèle de nos parents, le modèle des gens autour, etc. Et nous, on a dit, on peut peut-être faire différemment. Et donc, on a dû apprendre là où il n'y a pas de modèle. Et finalement, ce qui était chouette, c'est qu'on a appris, pas comme les autres nous disent d'apprendre, mais comment ça résonnait pour nous à l'intérieur du couple. Donc, ça a pris du temps. C'est pas linéaire, ça c'est sûr. Mais finalement, on arrive à quelque chose d'assez intéressant au final, quoi. Yes, merci. Merci pour ce rappel du langage émotionnel hyper important au sein du couple aussi. Pour nous, en tout cas, un élément aussi qui a été clé, c'est le temps, avoir du temps. Parce que, à mon sens, si on est tout le temps surstressé par son travail, qu'on n'a pas le temps déjà pour soi, qu'on a le temps de rien, comment on peut laisser une place à faire grandir un couple? Je ne vois pas, en fait. Et nous, on s'est offert ce luxe-là d'avoir du temps, de ralentir, on a le temps de respirer avant de répondre à l'autre.
C'est-à-dire qu'on n'est pas sur tout de suite de l'instantané, une décharge émotionnelle où voilà, on est tellement overbooké, tout ça, que il n'y a plus rien qui fonctionne déjà dans notre tête, et l'autre il arrive et il en prend plein la face, quoi. Mais là, du coup, s'offrir du temps, ben, ça nous laisse le temps, nous, à l'intérieur, de respirer et de se dire, voilà, on respire, on se remet tranquille. Même si, paradoxalement, on va finalement super vite dans ce qu'on fait et ce qu'on met en place. On n'a pas trop nos temps de réflexion sur les mises en place de projets, mais voilà, quand même, à un moment donné, il faut être capable de souffler. Si on ne fait pas baisser, comme elle dit Maud, cette pression-là, c'est sûr que ça... Et puis, si on ne s'offre pas des temps de qualité entre nous, avec la famille ou tout seul, ben, la vie, elle n'a pas de sens. Yes. On est parti du principe quand même ces dernières années que la chose la plus précieuse et luxueuse qu'on avait dans le monde, c'est le temps. Les gens sont focus sur l'argent et sur la matière, donc ce qu'on possède, etc. Mais finalement, la chose la plus précieuse que l'on a, c'est le temps. Et donc le temps, c'est qu'est-ce que j'en fais? Donc comment je peux l'offrir à ma compagne, comment je peux l'offrir à mes enfants, comment je peux l'offrir à des gens à l'extérieur aussi, de façon qualitative, parce que finalement, c'est ce que la société actuelle nous prend le plus. Le modèle actuel, c'est du temps. Le reste, c'est ce qui découle du temps, mais le temps est fondamental, c'est sûr. Ça me fait penser à une phrase, merci là de revenir voilà, sur le précieux du temps, ou le temps précieux. Et ça me fait penser à une phrase que j'ai eu quelques années où je voyageais en camion aussi. Et derrière, en fait, j'avais peint quelque chose et j'avais peint une horloge, mais sans aiguille. Et il y avait marqué, vous avez l'heure, nous on a le temps. Et ça me fait penser un peu à ça. Ouais, À cette phrase un peu magique, vous avez l'heure, nous on a le temps. Bon, maintenant, C'est chouette ça, ouais. il y a d'autres rythmes par rapport à ça. Mais oui, en tout cas, le temps est précieux. De toute façon, dans nos ressources principales, pour justement arriver à créer quelque chose dans nos vies, on est sur le temps, les pensées, l'énergie, l'argent aussi quand même, parce que ça aide à soutenir, quand même à créer aussi. Et ce qui Mais me... c'est sûr que le temps est primordial. Ouais. Carrément. Et en fait, j'y pense jamais, mais en t'entendant par rapport à la question du temps, en fait, le temps nous est compté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça s'arrête. Et du coup, le temps est d'autant plus précieux parce qu'il nous est compté. Et quand tu parlais d'argent et de temps, je me dis, mais en fait, l'argent, finalement, on peut en avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais le temps, finalement, il y a un moment, ça s'arrête, quoi. Et du coup, voilà, la question précieuse du temps, justement, elle est aussi parce qu'il est limité, je trouve. Et merci en tout cas pour ces ingrédients que vous nous offrez. Je peux t'en rajouter un. Oui, parce que fondamentalement, il y a un autre ingrédient aussi pour moi au sein du couple qui est essentiel, qui est la sexualité quand même, parce que c'est aussi là, c'est comme ça que je le vis, que va s'exprimer une forme d'intimité et à un moment, pour le coup, alchimique, là, moi, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser. Et arriver à nourrir la sexualité, nous, ça fait 16 ans, 17 cette année qu'on est ensemble, donc ça fait pas mal de temps. On a eu des enfants très tôt, très jeunes, donc finalement, très tôt, on a eu la contrainte, même si le mot, en tout cas vis-à-vis des enfants, on a mis beaucoup de temps et d'attention. Par moment, on a mis notre couple, ou en tout cas la sexualité, plus ou moins pas jamais en stand-by, mais elle était plus flottante. Et puis les années passant aussi, c'est quand même quelque chose d'important de pouvoir nourrir la sexualité derrière avec voilà, une notion forcément plus longue de temps et puis des paramètres. Voilà, c'est peut-être pas comme quand on est un jeune couple et qu'il y a des choses qui sont fondamentalement encore plus importantes. Mais arriver sur cet aspect, voilà, j'ai que ce mot-là, alchimique, pour le coup, cette rencontre à un moment donné, et pouvoir nourrir cet espace-là aussi, c'est, je pense, quelque chose qui est important parce que c'est quand même un peu tabou. Et pour moi, ça l'était aussi jusqu'à il y a quelques années où j'ai eu la chance on m'a demandé de co-animer un stage qui s'appelait la sexualité authentique, enfin un stage, pardon, une formation numérique. Et moi, j'ai amené la partie communication et émotion. Et puis, je me suis retrouvé avec 3 autres femmes qui, elles, amenaient une partie purement de la sexualité. Et c'est comme si je suis rentré dans un univers qui était inconnu, qui m'a, en tout cas pour moi et pour nous, pour notre couple, je pense, amené des clés aussi intéressantes pour dire, ouais, ok,
la sexualité est un sujet quand même à part entière, qui est comme un peu tabou et pourtant qui est fondamental Mais dans je le fais couple. une parenthèse, c'est pas tant que ça nous a amené des choses, genre des outils ou des idées, c'est plus ça nous a libérés de certains carcans, Oui. certains tabous qu'on avait qui étaient ancrés et qui nous empêchaient de vivre intérieurement notre sexualité de Ouais. façon vraiment libérée. Oui, le but, c'était pas de vivre, c'était pas d'appliquer voilà, des exercices ou autres, mais c'est vrai que voilà, pour moi, personnellement, je me suis retrouvé à des week-ends entiers qu'on faisait de tournage, quoi, et sur des sujets qui étaient vraiment intéressants, etc. Puis je rentrais chez moi et je me disais, voilà, en fait, c'est plus simple et plus facile que l'éducation que j'en avais eue, la manière dont je me sentais à l'aise à parler de sexualité, etc. Sociétalement aussi. Sociétalement, c'était pas évident. Ça m'a amené aussi, moi, en tant qu'homme, à la découverte du fonctionnement de la femme, et ça m'a questionné sur finalement l'homme, et on ne le sait toujours pas, hein, moi je maintiens ça, pas suffisamment sur ses cycles, sur sa sexualité, etc. Ça m'a poussé à un moment donné à essayer de co-animer des cercles d'hommes, etc. Et des choses que je n'ai pas faites et que j'aimerais faire, mais qui seront plus tard. Mais voilà, en tout cas, remettre ça au centre comme un des éléments, la communication, ça en fait partie. Et je trouve qu'il y a le pendant aussi qui est la sexualité. Et en tout cas, pour moi, c'est ces deux aspects-là qui sont quand même intéressants. Merci beaucoup de nous rappeler voilà, cette composante de la sexualité. Ça me donne envie de faire une petite, une petite pensée pour un couple aussi qu'on a interviewé, qui sont vraiment focus sur justement la sexualité voilà, sacrée. Hein. Anne et Jean-François Descomps avec un très beau livre qui s'appelle Slow Sex, et aussi qui n'est pas seulement un livre, hein. Il y a tout un espace expérientiel aussi. Voilà, j'avais envie de les citer en vous entendant. Super. En tout cas, même au sein de la sexualité, finalement, j'entends que la communication est vraiment au cœur, finalement, de tout, quoi, comme tu le nommes. Enfin, j'entendais vraiment ça. Et justement, par rapport, voilà, j'ai envie de saisir cette pépite-là, là, où vous parliez de passer d'une communication, finalement, mentale, superficielle, à une communication beaucoup plus profonde, voilà, émotionnelle et autres. Comment, justement, est-ce que vous avez un exemple concret qui vous a aidé, justement, à switcher, quoi, à switcher et à réussir à rentrer dans une communication plus saine, finalement, plus authentique aussi. Moi, souvent, l'exemple qui a été vraiment le plus marquant pour moi, pourquoi on est rentré dans le monde de la communication et des émotions, c'est grâce aux enfants. Parce qu'en fait, on a touché des limites vis-à-vis de notre approche de la parentalité avec les enfants. Donc, on a fait une formation sur la parentalité consciente et bienveillante, je ne sais plus comment ça s'appelait, avec, je crois que c'était Isabelle Filiosa qui faisait une partie. Et donc, elle donnait plein d'exemples sur comment on peut désamorcer, ou en tout cas accueillir les émotions chez l'enfant, etc. Donc ça, on l'a très vite fait, très vite mis en place avec les enfants, et c'était magique parce que les enfants, avant 7 ans, de toute façon, c'est on-off. Tu changes un mot, une phrase, une attitude, et instantanément, la situation change. Et c'est vrai que ça, c'était marquant. Et il y a eu un moment donné, naturellement, on s'est dit, bon, faut qu'on fasse ça. Il faut se l'appliquer entre nous, quoi. Moi, je me souviens d'une fois où j'étais vraiment en colère. Il y a eu des périodes où j'avais vraiment beaucoup de stress et des difficultés à exprimer mes émotions pour le coup, et donc ça, c'était pas fluide. Et où je vois Maud qui adopte exactement le même langage qu'on adopte avec les enfants. C'est-à-dire que je me revois très bien dans le cerveau. C'est des phrases assez préfaites qui paraissent bateaux comme ça, mais qui fonctionnent vraiment bien. Et je me revois, j'étais là en colère, énervé, je ne sais plus ce que j'avais. Et Maud, elle me regarde, elle me dit je vois que c'est difficile pour toi. Et au moment où elle démarre la phrase, je sais pertinemment qu'elle répète une phrase que nous, on a appris à dire avec les enfants et qui fonctionne. Donc je vois qu'elle la vit pas pleinement. Elle est en train d'essayer quelque chose. Moi, je vois qu'elle est en train d'essayer quelque chose. Il y a un côté de moi, ça m'énerve, je suis honnête. Hein, elle me sort une phrase bateau, elle y croit même pas tout à fait, quoi, tu vois. Et elle continue le truc, et là, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'accueillir mon émotion. C'est physiologique, donc de toute façon, c'est obligatoire que la pression est en train de baisser. Et là, c'est en train de se calmer à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'est pas des êtres stupides, hein, tout un chacun. Quand on essaye quelque chose qui fonctionne, après, on continue. Mais je me souviens vraiment de ce moment-là, comme gravé, comme, tu sais, à un moment, mais c'est bateau, tu es en train de me réciter une phrase de livre.
Et en même temps, 30 secondes après, tu as envie de dire merci d'avoir resté la phrase du livre parce que finalement, on est en train de désamorcer la situation, quoi. Donc, je crois que c'est l'exemple qui me Ouais, revient le plus. C'est ouais. comme presque le premier où tu te rends compte du truc. Et puis, bah, après, on s'est jamais vraiment arrêté. Et là aussi, on n'applique pas des livres. Nous, on a trouvé notre manière de fonctionner qui n'est pas parfaite, qui n'est pas linéaire. On n'est pas là tout le temps en train d'accueillir nos émotions. On est des êtres aussi humains, mais on a appris à l'intérieur de ça d'arriver à capter. Et donc, les étapes d'après, ça a été d'être capable plusieurs fois, et c'est Maud souvent, elle m'a pas mal secoué là-dessus, hein, en disant, mais attends, est-ce que tu fais ça parce que c'est sociétal, ou est-ce que tu as ce comportement-là parce que c'est sociétal, on te l'a appris, ou parce qu'à l'intérieur de toi, tu penses que c'est vital. Donc, on a commencé l'un et l'autre à se challenger, à se poser des questions sur nos comportements, en fait, et notre attitude, l'un vis-à-vis de l'autre, et puis nous vis-à-vis des enfants et vis-à-vis du monde extérieur. Et ce qui a été fascinant, je vais aller jusqu'au bout de cette expérience-là, c'est que quand nous, on a adopté la communication bienveillante avec nos enfants, l'accueil des émotions, etc., des enfants, de nous vers les enfants et des enfants vers nous, la communication s'est vraiment améliorée. Mais le jour où nous, on l'a intégré dans notre couple, et c'est l'expérience la plus fascinante qu'on ait vécue, ben, naturellement, car l'enfant apprend par mimétisme, naturellement, nos enfants, eux, se sont mis à intégrer la bienveillance à l'intérieur de leur communication dans la fratrie. Et c'est là que le couple en tant que référent, cadre aussi, on n'a rien à apprendre aux enfants d'autre que nous, si on est les êtres les plus justes envers nous-mêmes, on n'est pas parfait, mais envers nous-mêmes, on est plus respectueux chacun de nous et dans notre communication, bah, ça suffit largement aux enfants pour intégrer ce mode de communication. Même au-delà, en fait, si on le fait naturellement entre nous, parce que maintenant c'est vraiment acté, ça fait partie de nous, c'est plus des phrases bateaux qu'on répète, tout ça, non, ça fait partie intégrante de nous, ben, ça se diffuse aussi autour de nous. On le voit bien que quand on passe du temps plus long avec des gens, non pas que c'est grâce à nous, mais c'est le fait qu'on ouvre cette possibilité, ben, il y en a qui s'y engouffrent et qui du coup vont à l'intérieur d'eux-mêmes trouver justement la meilleure communication, je ne sais pas, possible. Merci beaucoup. Merci pour cet exemple-là. L'exemple est bien la seule leçon à retenir. Et merci beaucoup en tout cas. Alors voilà, un autre point qui nous tient à cœur aussi dans ces interviews, c'est la question justement, en fait, ce projet s'inscrit dans le respect de toute forme de couple, mais plus spécifiquement dans le mono-amour, en fait, dans la question du mono-amour avec l'exclusivité, la fidélité. Et en quoi, en fait, cette question du mono-amour a du sens, en fait, dans la réussite de votre couple? Bah, nous, déjà, le mono-amour, c'était une base. Je veux dire, en tout cas, on ne s'est jamais posé la question de est-ce qu'il fallait qu'on fasse différemment. On a eu autour de nous des gens qui faisaient différemment et ça nous questionnait dans le sens où on ne comprenait pas l'intérêt, non pas que chacun justement est libre et heureux de faire ce qu'il fait, mais pour nous, en tout cas, ça ne résonnait pas. On s'est dit, non, pour nous, pour que ça fonctionne, il faut que notre lien puisse être créé de façon vraiment, comment on dit, intense, quoi. Intense et sécure aussi, quoi. Sécure, c'est-à-dire que je peux avoir pleinement confiance en lui, il peut avoir pleinement confiance en moi, et on a beaucoup de décisions à prendre dans notre quotidien, dans notre couple, dans notre famille, et il faut que sur le moment, on puisse être 100% disponible et qu'il n'y ait pas des tierces personnes autour qui viennent brouiller, je dirais, cette communication qu'on a quand même mis des années à mettre en place. Et qui est le fruit aussi essentiel au tout début, et puis on en a parlé quand même un petit peu à chaque fois. Nous, l'essence même, c'est la famille. La famille, elle part du couple, c'est-à-dire que sans couple, il n'y a pas de famille, mais de notre point de vue, s'il n'y a pas la famille, il manque quelque chose de fondamental. On a exprimé à un moment donné que dans notre couple, sur la durabilité, c'était les projets qu'on mettait en œuvre, mais le projet le plus majeur de notre vie au quotidien, ça reste le challenge de nos enfants, c'est-à-dire comment on peut les laisser être qui ils sont et les amener au monde à être qui ils sont et à offrir ce qu'ils ont à offrir au monde. Et c'est une question qui est tellement prenante et tellement présente quotidiennement, c'est vraiment un choix commun là pour le coup, qu'il n'y a pas forcément d'espace pour le reste non plus. Et c'est vrai que pour nous, ça c'est... Voilà. Et on n'a jamais aussi expérimenté autre chose et ça ne nous a jamais spécialement attiré non plus. Nous, dans notre sexualité, le côté monogame, c'est comme ça qu'on dit. Ah oui, en fait, ça nous a aussi ouvert la possibilité d'exploiter au maximum
notre connaissance de l'autre. Je me dis, on a mis tellement de temps à aboutir à une sexualité qui nous convient que s'il fallait multiplier le truc, moi, je n'aurais pas l'énergie personnellement de mettre autant d'énergie pour, voilà, pour faire quelque chose de... Oui, parce que souvent dans ce que l'on fait avec Maude, les gens voient ce qui se passe dans la matière, mais en général, dans la matière, c'est une infime partie de ce que l'on mobilise en termes d'énergie, de mise en mouvement, de choses qui sont plus spirituelles. En tout cas, il y a toujours un fondement derrière qui dépasse, parce que on part de ce principe-là que on est une âme incarnée dans un corps physique et que c'est cette âme qui a des expériences à vivre et dans lesquelles elle doit vivre des expériences qui sont à la fois dans la matière, mais à la fois qui vont nourrir directement cette âme-là. Et c'est une énergie importante aussi pour que tous les points puissent être nourris. C'est vrai que si on doit diviser tout ça, pour moi, on peut le faire que si on est pleinement et purement que sur de la matière. Peut-être je me trompe, c'est notre vision. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est comme ça. En tout cas, on va le faire comme ça. Je sais pas, mais... Merci à vous en tout cas Merci beaucoup, ouais. pour vos partages. Et puis, voilà, le sens que ça a pour vous, en tout cas le mono-amour aussi. Ouais. C'est intéressant de savoir voilà, ce qui vit pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup Yannick et Maude, on est vraiment ravis de vous avoir accueillis pour cette interview des noces alchimiques. Voilà, merci pour vos partages, pour votre expérience. On est certain que cela va sourcer, aider, inspirer et plus encore en fait tous les auditeurs et auditrices qui vont vous regarder et vous écouter. Et on espère à bientôt. Yes. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Et on se retrouve donc voilà, pour la continuité en tout cas de cette belle ronde de couple pour les noces alchimiques au sein d'Yves. À bientôt tout le monde. À Ciao, bientôt. ciao. Bye bye.